Post Falls est une jolie ville, très agréable à vivre. Tout autour, la région est magnifique. On vit beaucoup dehors. On va à la chasse et à la pêche. Dans la rue, les gens vous sourient, on vous tient la porte, on vous reconnaît. C'est le plus bel endroit sur Terre. C'était tellement brutal, tellement violent. Moi, j'appelle ça de la pure cruauté. Quand l'horreur frappe ce genre d'endroit, personne ne s'en remet vraiment. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Ça me ronge tous les jours. Beau et moi, on a eu 3 enfants. Un garçon, Brian, et des jumeaux, Chelsea et Dylan. Il travaillait à l'hôpital Northwest. Il était très fier de ce qu'il faisait. Il aimait son travail. Il ne rentrait jamais après 19h30. Et ce soir-là, on attendait son retour. J'ai commencé à m'inquiéter vers 20h, quand j'ai essayé de l'appeler et que je suis tombée directement sur la messagerie. Ça ne lui ressemblait pas. On était tout le temps en contact. On s'appelait tous les jours, dès qu'il avait une pause. On se parlait constamment. Je me suis dit qu'il était avec un patient et qu'il ne pouvait pas répondre. Ça faisait 1 heure qu'on attendait son retour. Alors j'ai appelé Mike, le patron de Beau, pour lui demander de voir si Beau était encore au travail. Amanda m'a appelé. Elle était très inquiète que Beau ne soit pas encore rentré. La dernière fois que j'avais parlé à Beau, c'était ici, à l'hôpital. Il finissait à 19h. Il fermait le service et il rentrait. Il y a à peine 15 minutes de route jusqu'à chez lui. Je suis allé voir si son pick-up était encore à l'hôpital et je ne l'ai trouvé nulle part. Mike m'a rappelé et il m'a conseillé de regarder sur le compte bancaire de Beau pour voir si je trouvais des indices de ce qu'il avait bien pu faire. Quand j'ai regardé son relevé de compte, j'ai vu 3 retraits successifs de $300. Je savais qu'il n'avait pas besoin de $900. Il n'aurait jamais retiré cet argent sans m'en parler. À partir de là, j'ai commencé à paniquer. Et je me suis dit que quelqu'un avait volé son pick-up et son portefeuille. Et c'est là que j'ai appelé la police. What is your emergency? Hi, my husband is, he didn't get home from work today. It was over 2 hours ago, and I just looked at our account, and there's withdrawals on our checking account that he would never do. Okay, are you concerned that he's missing? Yes. Okay, take a deep breath for me here. And you said he was supposed to return home 2 hours ago? Yes. What is his name? William Kirk. All right, I'm going to go ahead and get this call added. I'm going to assign it to an officer, and I'm going to have him give you a phone call first, okay? Okay, thank All right, you. bye-bye. J'ai reçu un appel des secours me signalant la disparition d'un homme et on m'a envoyé sur place pour enquêter. Au départ, quand on a reçu l'appel, c'était une affaire de disparition comme les autres. On nous signale souvent ce genre de disparition et tout se termine bien. Les gens sont simplement sortis faire une course, ou ils ont croisé quelqu'un et ils ont changé de plan. Finalement, ce genre d'appel n'a rien de très inhabituel. Mais peu après, on a reçu un appel d'urgence beaucoup plus inquiétant. 911, what's the address of your emergency? We have a truck at the bottom of the driveway fully encased in flames. There was an explosion about 10 seconds ago. Okay, is there anyone inside the vehicle? If there's somebody in there now, they're dead. Okay, send the fire department out there to help you now. You want me to proceed down there? No, it just blew up again. I do not want you to. I want you to stay away from it. Do not try to put the fire out. Oh, God, just blow it up again. I've got them on the way for you right now, okay? I would be concerned about anybody down there. Okay. The freaking car, I mean, if they're in it, they're toast.
La police m'a appelé pour me demander si on avait un pick-up GMC de 2015. À ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un problème, parce qu'ils m'ont dit qu'il était en feu. Ils n'ont pas su me dire si Beau était à l'intérieur ou ce qui s'était passé. J'étais en panique parce que je ne savais pas si Beau était dedans. J'ai vécu toute ma vie avec Beau. C'était mon rock. Je ne savais pas ce que j'allais faire sans lui. Et j'espérais qu'on le retrouve en vie. Une fois que les inspecteurs ont pu examiner le véhicule, on a découvert qu'un combustible avait été versé depuis le pick-up sur le sol et jusqu'à un sentier. Ce qui nous a permis de conclure que quelqu'un avait mis le feu à ce véhicule. On a aussi trouvé des douilles sur la scène de crime. Elles étaient peut-être en lien avec l'affaire. Un meurtre avait peut-être été commis. Ou les douilles étaient peut-être déjà là avant et n'avaient rien à voir avec cette affaire. Ou alors, elles se trouvaient peut-être tout simplement sur la route. On est dans l'Idaho. Il y a beaucoup d'armes en circulation et ce n'est pas rare de trouver des douilles sur la route. Donc, on ne savait pas quoi en penser. On ne savait pas si c'était la preuve qu'un crime avait été commis, si Beau avait mis le feu à son propre véhicule ou s'il était sur le siège passager. Le pick-up de Beau a brûlé très rapidement. L'intérieur a fondu, la peinture a fondu, il ne reste plus que le métal. On savait qu'on aurait du mal à retrouver des empreintes. On a regardé à l'intérieur du véhicule pour voir si quelque chose indiquait la présence d'un corps. Et on en a conclu qu'il n'y avait pas de victime dans le pick-up. Où était passé Beau Kirk? J'avais émis plusieurs hypothèses. Soit quelqu'un lui avait fait du mal, soit Beau avait besoin de quitter la région. J'ai étudié ces deux possibilités, mais je cherchais avant tout à comprendre ce qui s'était passé. Parmi toutes les affaires de disparition dont je me suis occupé, celle-ci était sans précédent. Je n'avais jamais eu le cas d'une personne qui quitte son travail et dont le véhicule est retrouvé en flammes 2 heures plus tard après qu'il a retiré de l'argent. C'était très étrange. On a analysé le véhicule en profondeur. Il avait brûlé à plus de 2000 degrés. À cette chaleur même, le verre a fondu. La boîte à outils aussi. On voit ce qui reste du pare-brise. Il a fondu sur le tableau de bord. Ce n'était pas comme si le réservoir avait explosé. On voyait bien que l'essence avait été versée. Tout le plastique a disparu. Les poignées ont fondu. Toutes les vitres ont disparu. Les portes sont scellées à cause de l'incendie. Les pneus ont disparu. C'était un feu très intense. Les flammes ont rongé tout l'intérieur du véhicule jusqu'à la peinture. Ça m'a surpris. Je ne pensais pas qu'une voiture incendiée pouvait perdre sa peinture. Et pourtant si. Comme on n'a pas trouvé de victime dans le véhicule, il fallait qu'on continue de chercher Beau. On savait qu'il n'était pas à l'intérieur. Rien n'indiquait qu'il s'était trouvé dans son véhicule à un moment donné. Notre mission était de poursuivre les recherches. Ce genre d'affaire fait toujours la une. C'est ce qui s'est produit. Les gens avaient peur. Beau Kirk was last seen leaving work here at Northwest Specialty Hospital in Post Falls Saturday night at 7, but he never made it home to his wife and 3 children. Then, around 9:45, his truck was found engulfed in flames on Rimrock Road. So far, no signs of Kirk. J'avais 16 ans quand j'ai rencontré Beau. C'est marrant parce que le premier truc que je lui ai dit, c'est « T'es trop mignon ». Et il m'a regardé comme si j'étais folle. Dès le premier jour, on est devenus inséparables. C'est un homme incroyable. Il n'y a rien de mauvais chez lui.
Quand on s'est mariés, au lieu de s'avancer sur le morceau de musique traditionnelle, on est arrivé avec des pistolets à eau et on a arrosé tout le monde. On était très amoureux. Tout le monde aimait son côté blagueur, farceur. Il essayait tout le temps de vous faire rire. Il était comme ça. On était très complices. Je nous trouve trop mignons. On a toujours été très proches. Bo Kirk savait détendre l'atmosphère dans toutes les situations. C'était quelqu'un de très dévoué. C'était mon meilleur ami. Bo et moi, on a eu 3 enfants. Ils adoraient leur père. Il était très présent. Il les accompagnait dans toutes leurs activités. Il les faisait participer à tout ce qu'on faisait. C'était un père formidable. À chaque fois qu'on a une affaire de disparition, on examine toutes les éventualités. On essayait de comprendre où il pouvait être. On savait qu'il n'était pas dans ce véhicule. On savait que de l'argent avait été retiré. Mais on ne savait pas si quelqu'un lui avait fait du mal. À ce stade, on avait peu d'éléments. Claudia, la sœur de Bo, nous avait appelés parce qu'elle avait peur que son père y soit pour quelque chose. Bo et moi, on a eu une enfance très difficile. Quand on était petits, notre père nous maltraitait. Quand j'avais 3 ans et Bo 2 ans, notre père nous a enlevés en menaçant ma mère avec une arme. Quand Bo a disparu, je me suis demandé s'il l'avait enlevé pour lui soutirer de l'argent. 4 mois avant sa disparition, notre père l'avait contacté via les réseaux sociaux et lui avait raconté qu'il était malade. Il lui avait demandé de l'argent sans le formuler directement. Donc Bo lui a dit « Je suis désolé, c'est terrible ce qui t'arrive. » Mais ce n'est pas allé plus loin. Et notre père est revenu à la charge. On a retrouvé l'historique du compte de Bo et on a vu que son père l'avait menacé. On s'est donc intéressé de près au père de Bo. Ça ne m'étonnerait pas du tout de lui. When Bo Kirk went missing Saturday night, his family wasted little time wondering if he was in trouble and needed their help. We have basically been posting them everywhere. Somebody had to see something. Kirk's sibling papered Kootenai County with flyers, and people took time out of their busy weekend to notice. Whatever brings my brother home, that's what we need to do. Tous ceux qui le connaissaient l'adoraient. On nous a beaucoup soutenus. Toute la ville le cherchait. J'ai senti qu'il était de mon devoir de réunir un maximum de gens pour explorer les environs. Le facteur temps joue beaucoup quand quelqu'un a disparu. J'ai pris ma journée au boulot. J'ai formé des groupes de recherche de 2 ou 3 personnes. On a essayé de couvrir un maximum de terrain. J'ai sillonné les petites routes, les ruelles. On le cherchait partout, mais personne ne trouvait rien. Au bout de 2 jours, j'ai commencé à angoisser. On a cherché les bords de route, dans les fossés, on a hurlé son nom. Je n'avais plus de voix. J'ai peu dormi ces nuits-là. C'est le nord-ouest. La région est très étendue. Il fallait le retrouver, on pensait qu'à ça. J'ai appelé l'inspecteur et je lui ai dit que mon père était peut-être responsable. Il a fait tellement d'horreurs que ça ne m'étonnerait pas de lui. Il fallait qu'on le retrouve. Au fil de l'enquête, on a réussi à retrouver le père de Bo. Quand on l'a interrogé, on a appris qu'il était inquiet pour son fils. Et je me souviens qu'il voulait qu'on le tienne au courant de l'avancée de l'enquête. Il paraissait réellement inquiet. On n'a rien trouvé d'étrange chez lui.
et on a pu vérifier qu'il n'était pas dans le secteur au moment des faits. Il fallait tenir compte du pressentiment de la sœur de Beau, mais on a rapidement éliminé son père de la liste des suspects. Les inspecteurs m'ont appris que mon père était encore en Arizona et qu'il n'était pas mêlé à cette histoire. C'était d'abord un soulagement, mais ensuite je me suis dit, qui a bien pu faire ça? Où est mon frère? Quand Amanda a appelé la police, elle a parlé de retrait d'argent sur le compte de Beau. Donc on a cherché à savoir si c'était bien Beau qui avait effectué ces retraits. Pour obtenir les images de surveillance d'une banque, quelle qu'elle soit, ce n'est pas une mince affaire. On espérait voir Beau Kirk sur les images en train de retirer de l'argent. On se serait dit au moins, il est vivant. On a fait jouer nos relations pour obtenir ces images relativement vite. La police de Post Falls nous a montré les images du distributeur. Je vois encore ses yeux bleus. Ça m'a marqué. Je n'avais aucune idée de qui ça pouvait être. Il avait l'air costaud. C'est ce que je me suis dit au début. Quelque chose lui couvrait le visage. Quand j'ai vu cet homme masqué, j'ai compris qu'on avait très peu de chances de revoir Beau vivant. Post Falls police released surveillance video yesterday that shows somebody around 8:46 the night of Beau Kirk's disappearance driving his car and using his ATM card at an ATM. If you saw Beau Kirk on Saturday night or know anything about his disappearance, you're asked to call Post Falls police. Quand les images du distributeur sont passées aux infos, j'espérais que quelqu'un reconnaisse cet homme. Mais quand les gens ont vu cet homme masqué conduire la voiture de Beau et se servir de sa carte bleue, les gens ont eu peur. Ça n'a fait que mettre la police sous pression. Les réseaux sociaux s'affolaient. Tout le monde cherchait à qui il ressemblait. J'ai reçu des messages de gens persuadés d'avoir reconnu l'individu, qui nous conseillaient d'aller voir telle ou telle personne. Je leur donnais le numéro à appeler pour qu'ils en informent la police. Comme c'est une petite ville, on a vite été inondé de témoignages. Certains n'étaient pas recevables. D'autres voulaient même nous faire part de visions qu'ils avaient eues. Des rumeurs ont circulé au sujet de Beau, comme quoi il aurait découvert un trafic de drogue à l'hôpital et on aurait voulu l'empêcher de parler. Certaines accusaient leur ex-mari parce qu'il aurait très bien pu le faire. Donc on a eu beaucoup de témoignages et, en remontant les pistes, on a constaté qu'un nom revenait souvent, celui de Kevin Bassett. C'était essentiellement à cause de ses yeux. Certains avaient reconnu ce regard. Un inspecteur m'a appelé et m'a dit que sur les centaines d'appels qu'ils avaient reçus, la moitié citait le nom de Kevin. Kevin Bassett était un collègue de Beau Kirk à l'hôpital. Il avait participé à la formation de Beau. Ils jouaient ensemble au golf. On m'a demandé si sur ces images, je reconnaissais Kevin. Et j'ai répondu que oui. Il y avait un air de Kevin, mais j'avais beaucoup de mal à croire qu'il ait pu faire une chose pareille. Kevin Bassett nous a dit qu'il était parti chasser de vendredi à dimanche, juste au moment où Beau a disparu. On lui a demandé s'il était parti avec quelqu'un et il nous a donné un nom. On a donc été vérifier si son alibi tenait la route. J'ai pu quitter le boulot assez tôt ce matin-là. J'ai retrouvé mon oncle Aaron et on est parti explorer un secteur 5 kilomètres plus loin que là où la police était allée. Pour moi, ils n'avaient pas cherché assez loin du véhicule.
On est arrivé sur une route en terre, quelques virages après la rivière. Et dans mon rétro, j'ai vu une paire de chaussures vertes. Je suis sorti du pick-up. J'ai crié 2 fois. J'ai crié « Beau ». J'ai crié et j'ai vu ce que je ne voulais pas voir. Mais il fallait bien que quelqu'un le retrouve. 911, what's the address of the emergency? My name's Brian Johnston. There's a missing person. Bo, his truck was on fire a couple of days ago. Anyways, I found him. Is he alive? Not for what I could tell. I yelled his name twice. There's no movement from what I could tell, and he's on the side of a hill. All right, Brian, I've got them on the way. Thank you for calling. On m'a appelé pour me dire qu'un corps avait été retrouvé dans la forêt. Je me suis rendu sur les lieux avec 2 de mes coéquipiers pour déterminer s'il s'agissait bien de Bo Kirk. Quand on arrive sur une scène de crime comme celle-ci, on en ressort toujours bouleversé. C'était un acte d'une violence inouïe. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il était entièrement habillé et qu'il avait les mains attachées dans le dos. Dès que j'ai vu ces liens, j'ai compris qu'on avait affaire à un homicide. On a commencé par prendre des photos de la scène. On cherchait des empreintes de pas ou des traces de pneus. Tous les éléments susceptibles de nous aider. Je suis descendu dans la pente pour voir son visage. C'était clair que c'était Bo. Il portait un badge. Après avoir bien examiné les environs, on a récupéré la dépouille de Bo. Et on a constaté qu'on lui avait tiré dessus au moins à 8 reprises. À première vue, cet homme avait reçu plusieurs balles. On l'avait tué dans la forêt. Ses mains étaient attachées dans le dos. Il paraissait évident qu'on avait affaire à un enlèvement et à un homicide d'une rare violence. Yesterday at 12:10 in the afternoon, the Kootenai County Sheriff's Department received a report of a body that was located in the Hayden Creek area. And I'm sad to report that that body has been identified as Mr. Kirk. Tout s'est effondré. Il était toute notre vie. On savait qu'on ne le reverrait plus jamais. Avec cette annonce, le peu d'espoir qui me restait s'est envolé. Je savais qu'il était parti. Et je ne comprends pas cette cruauté. Celui qui a fait ça n'a pas une once d'humanité en lui. Pas une. Je ne connais personne qui ait le moindre reproche à faire à Bo. Je n'ai jamais connu quelqu'un comme lui. On se pose la question, pourquoi lui? Qui a fait ça et où est-il? Comme on a découvert des liens à ses poignets, on s'est demandé si ça n'avait pas été prémédité. Les gens se promènent rarement avec des colliers de serrage pour attacher quelqu'un. Le coupable avait prévu son coup, donc on s'est demandé si cette personne le connaissait. On a voulu en savoir plus sur Kevin Bassett. Malheureusement pour Kevin Bassett, qui était un collègue de Bo Kirk, sa version des faits ne collait pas. Il nous a dit qu'il était parti chasser de vendredi à dimanche, alors qu'il n'y était pas allé depuis 20 ans. De plus, à l'occasion de cette virée, il nous a dit avoir fait des photos le vendredi et le dimanche, mais aucune le samedi, le jour où Bo Kirk a disparu.
Au départ, Kevin Bassett nous avait donné le nom de la personne qui l'accompagnait sur cette sortie de chasse. On a contacté cette personne et on lui a posé la question. Il nous a dit qu'il n'était pas avec Kevin Bassett. Forcément, ça nous a alertés. Pourquoi nous donner une fausse information? Au départ, Kevin coopérait volontiers avec nous. Mais peu après, il a fait appel à un avocat, ce qui l'a rendu moins accessible. Bo Kirk has been discovered on Hayden Creek Road, his family desperately searching for answers. I don't know anybody who would want to do this. The autopsy is being done, hoping to collect evidence that'll help us find who's responsible for this. Whoever is responsible is very familiar with Kirk's routine and Cooney County. It appears he was abducted, killed, and his bank account looted all within 2 hours and 38 minutes. We're also asking businesses in the area of any video surveillance tape from Saturday evening. Une des stations-service de la ville, non loin de la scène de crime, nous a fourni des images très intéressantes pour notre enquête. On savait qu'un incendie criminel avait été commis. Quelqu'un avait mis le feu au pick-up et il avait utilisé de l'essence. Sur la vidéo, on voit clairement un homme en train de remplir un jerrycan d'essence, justement pendant le laps de temps qui nous intéressait. C'était un élément majeur. Je n'ai pas reconnu l'individu sur la vidéo, mais je n'avais pas l'impression qu'il s'agissait de Kevin Bassett. Sur les images de vidéosurveillance, on pouvait voir qu'il y avait au moins 2 suspects. And we now know, thanks to this surveillance video, that Kirk was abducted and murdered by at least 2 people. The pair were deadly efficient, torching Kirk's truck just 57 minutes after the suspects were seen withdrawing money from this Hayden ATM. La caissière de la station-service a identifié l'homme et déclaré qu'il s'appelait Justin. C'était un client régulier qui venait souvent avec un homme qu'elle croyait être son frère. Elle ne connaissait pas son nom de famille, mais elle avait sa carte professionnelle. Avec cette carte, on a appris qu'il dirigeait un petit garage et on a su son adresse, ce qui nous a permis de le retrouver. Justin vivait au bout de la rue, à côté de la station-service, non loin de là où Bo Kirk avait été tué et où son véhicule avait été retrouvé. On savait qu'il s'agissait d'un potentiel suspect. Il fallait qu'on contacte Justin et il fallait qu'on le fasse le plus rapidement possible. On est allé chez lui pour le rencontrer et lui demander pourquoi il avait rempli ses jerrycans d'essence. Malheureusement, ce jour-là, il n'y avait personne. Être accusé à tort de meurtre, il n'y a pas de mots pour décrire ce que ça fait. Pas un jour ne passe sans que j'y pense. Pas un. C'est dur d'en parler. Une foule de preuves accusait Kevin. Et malheureusement, c'était un des innocents les plus suspects que j'ai jamais vus. Je leur ai dit que j'avais des témoins, que j'avais croisé Danny McGee le dimanche matin, à 6h30. Mais je connais 2 Danny McGee, et ils ont appelé le mauvais Danny McGee. Bo et moi, on était amis, on jouait au golf, et quand on m'a rangé dans la liste des suspects, ça m'a détruit. Ça a détruit ma carrière. Je n'avais plus confiance en personne. Je n'arrivais plus à parler à personne. Les gens me regardaient, ils disaient « C'est lui, comment a-t-il pu faire ça ?» Et on m'a volé le chagrin d'avoir perdu Bo. Kevin s'est montré coopératif. Il a répondu aux interrogatoires, il a justifié son alibi, il a fait tout ce qu'on lui a demandé. J'aimais profondément Bo. C'était une belle personne. C'était mon ami, mon collègue.
J'espère juste qu'ils mettront la main sur l'homme qui a fait un truc aussi affreux. Ce même après-midi, un avocat de la région nous a appelés parce que son client voulait nous parler de la disparition et du meurtre de Bo Kirk. Il se trouve que ce client s'appelait Justin Booth. C'était le même Justin Booth qu'on avait vu sur la vidéo de surveillance en train d'acheter de l'essence et chez qui on était allé un peu plus tôt. So I guess just tell us why we're here today. Well, David Hutto, Who's David Hutto? he lives with me. Okay. My concern is if the news or anything gets out, it's going to come and kill my family. Yeah, totally understand. You know, you're taking the best step right now, coming forward to ensure that these people are safe. Right. So why don't you, I guess, start from the beginning? Tell us what happened and how you got involved. We were going to the store. Who's we? Me and David Hutto. Okay. For cigarettes and gas. So you're driving? Yes. Big truck pulled up behind us. It was like right on us, bright lights. David got pissed. I pulled over into the other lane. As I pulled over, a little while later, he seen it turning, and David's still pissed. He yelled, "Follow that guy." And I was like, okay. He pulled into his driveway. Okay. David said, pull up right behind him. David got out of the truck, walked up to him. It looked like they were gonna fight is what it looked like. And David pulled a gun. Okay. Then what happened? He took out zip ties out of his pocket. David walked him around the front of the truck and put him in the passenger seat of his truck. Were you out of the truck or were you? I was sitting in the truck. You were sitting in the truck still? I was so freaked out. He told me to follow him to the woods. Okay. Then what happened? We drove way the hell out quite a ways. All of a sudden, David stopped real quick. He both spelled it out. He goes, "You won't have that far to walk, Bo. You walked him over the edge of the road." I remember him saying, "Keep your eyes closed, Bo, and you'll see your wife again." David loaded the gun. And shot him. How many times? A lot. I think he emptied the revolver. Where was Bo in relation to where you were standing? I was still by the truck. You were still by the back of the truck? No, by the front of the truck. Before we go any further, I just want to ask, did you fire the gun? Absolutely not. Okay. Did you ever hold the gun? When he handed it to me, yes. Okay, and that was to do what? To reload it. Right after he said, "Do you want to stay here with him?" I said no. He asked me if I'd keep my mouth shut, and I said yes. He walked back over and fired down the hill. Okay. So then what happened next? He asked me where the banks were. He said that when they were driving, Bo had told him the PIN to the bank account. He told me to get in my truck and go get gas, and he was going to get money out of the ATM. Okay, then what? I went and got gas.
I tried to stay as calm as possible, and he called me and said to meet him back at the house. I ended up following him up into the woods. That's when he stopped the truck. He got out, started dumping gas on the truck and all of it inside of it. And then he lit it from the ground. Once the truck was fully engulfed in flames, where did you guys go? We went back to my house. When was the last time you saw David? This Thursday, because I asked him to move out. Was he upset about that? Yeah. He did the threat, normal, you know, making sure I wouldn't say anything. J'ai déjà regardé de nombreux meurtriers en face. J'ai déjà vu des monstres. Justin Booth avait l'air terrifié, mais j'avais tout de même des doutes. Son histoire ne collait pas. Il fallait qu'on mette la main sur David Otto. Je n'avais jamais entendu leur nom. Qui étaient ces hommes? Avec le portable de Justin Booth, on a envoyé un message à David Otto. J'ai demandé à l'opérateur du téléphone de localiser ce portable. Le signal nous a conduits à une antenne qui se trouvait juste à côté d'un fast-food. Dans le même temps, d'autres inspecteurs ont obtenu d'autres renseignements qui ont confirmé sa présence dans ce secteur, ce qui nous a permis de procéder à son arrestation. Quand David Otto a quitté le fast-food, on l'a arrêté. Hutto was arrested behind this Coeur d'Alene Burger King and charged with Kirk's murder. Après l'arrestation de Justin Booth et de David Otto, on a obtenu un mandat de perquisition pour fouiller la maison de Justin Booth. On a trouvé un sac qui avait été caché sous un tas de bois dans son jardin. Dans le sac, il y avait l'arme qui a servi à tuer Bo Kirk. Il y avait aussi un mégot de cigarette avec l'ADN de Justin Booth et un gant sur lequel on a trouvé l'ADN de David Otto. La version de David Otto sur les événements qui se sont déroulés collait à 95% avec celle de Justin Booth. Sauf qu'elle donnait à celui-ci un rôle beaucoup plus important et décrivait davantage un crime prémédité. We had been talking for a week and a half about different ways to come up with money. He had a couple of options that he had pointed out to do home invasions at. That's where we were headed that night when we came across Mr. Kirk. Mr. Kirk come flying up behind us, had the lights real bright in the back glass. Justin started cussing, moved over to the far right lane, and it was just another 100 yards or so. Mr. Kirk turned to the left and he swung all the way across and followed him behind him. And Justin's hollering for me to get out and take the truck, and I did. When we had originally talked about doing this type of crime, carjackings had come up, and it would just be take them off somewhere, drop them off in the woods, and be gone. But Justin pulled me off to the side and said that either he recognized Mr. Kirk or Mr. Kirk saw his face, I'm not certain of which, but that he had to go, meaning he had to die. Justin stood him up at the edge of the road, turned around like he was gonna walk off, and shot him in the back. How many times? He shot him once and he dropped and both started making like a bellowing type moaning sound. He emptied the gun and I had the ammo in my jacket pocket. So I handed him more rounds, he loaded the gun, and he shot a couple more times. Okay. By that time, Bo was quiet. So basically, it's essentially the same story that Justin gave to us about you. Okay. Justin Booth nous a dit que c'était David Otto qui avait tiré.
Au niveau légal, peu importe qui a pressé la détente, parce qu'ils sont tous les deux coupables de l'enlèvement et du meurtre de Bo Kirk. The first case we'll take up is State versus David Hutto. Je n'oublierai jamais cette affaire, parce qu'on ne saura jamais pourquoi ils ont fait ça. Booth is being held in a different jail from Hutto on a felon in possession of a firearm charge and murder. Je sais qu'ils se sont rencontrés sur Internet. Ils jouaient à des jeux violents où il fallait tuer des gens. Ils ont peut-être eu envie de faire pareil. Peu importe pourquoi ils ont fait ça, ils ont fait un choix. À mon avis, ils ont juste voulu s'entraîner au tir. Corrections deputies inside the Kootenai County Jail consider David Hutto such a danger that he wears special horizontally striped clothing. Hutto's not even allowed out of his cell without two deputies watching him. Ces hommes savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient un plan. Ils avaient besoin d'argent à tout prix. Ça aurait pu être n'importe qui. David Hutto did willfully, unlawfully, deliberately, and with malice aforethought, but without premeditation, kill and murder William Bo Kirk by shooting him with a handgun from which he died. Je me demande toujours pourquoi ils ont choisi Bo. Apparemment, son pick-up a attiré leur attention. C'était une belle prise. De toute manière, ça ne le ramènera pas. Quand on est face à un crime commis au hasard et aussi violent, c'est toute la société qui est ébranlée. Ils m'ont enlevé un de mes meilleurs amis. Pour moi, Bo reste de loin une des personnes les plus gentilles et honnêtes que j'ai rencontrées. Tout le monde aimait Bo. Il était amusant. Et c'était un bon sportif, même si je le battais au golf. Mais bon, il ne se laissait pas faire. J'ai pas pu lui dire au revoir comme il se doit. Mon frère me manque à un point inimaginable. Je n'ai pas de mots pour le dire. C'était notre socle. C'était le ciment de notre famille. À une vingtaine de kilomètres seulement du bouillonnement urbain de Nantes se dresse le pittoresque village de Saint-Léger, une petite commune aux allures de carte postale, nichée au cœur des vignobles luxuriants et bercée par les eaux, tranquilles de l'Erdre. Ici, l'architecture a conservé le charme d'antan avec ses maisons en pierre de taille et ses étroites ruelles pavées qui serpentent autour de l'église centenaire et sa place centrale. C'est une bulle préservée de la frénésie moderne, un cadre de vie idyllique. Dans cette bourgade paisible de moins de 2000 âmes, l'anonymat n'existe tout simplement pas. Tout le monde se connaît et les rumeurs locales se propagent vite autour d'un café chaud à la boulangerie du coin. Le tissu social y est solidaire. Le commissariat local, composé d'une poignée d'officiers, gère rarement autre chose que des querelles de voisinage ou la fugue d'un chien. Personne n'aurait l'idée de verrouiller sa porte à double tour en plein jour. Le crime ou les tragédies macabres n'appartiennent qu'à un monde lointain, celui des métropoles corrompues. C'est au cœur de ce havre de paix inviolé que vivait Camille. À 28 ans, cette jeune femme au sourire radieux était l'âme lumineuse du village. Elle tenait la petite librairie indépendante située face à la mairie. Douce et empathique, Camille connaissait les goûts littéraires de chacun. Elle menait une existence simple et harmonieuse. Sa vie se partageait entre sa passion pour les romans, ses longues promenades dominicales, et son fiancé Julien avec qui elle préparait son mariage prévu pour le printemps suivant. Elle incarnait l'innocence et la tranquillité absolue de la province française. Mais cette rassurante illusion de sécurité a violemment volé en éclats lors d'un matin brumeux et glacial de novembre. Le brouillard épais s'accrochait aux arbres nus et floutait les contours des maisons
donnant au village une atmosphère fantomatique. À 9 heures précises, alors que les premiers clients attendaient l'ouverture, les lourds volets de la librairie sont restés clos. C'était une anomalie absolument impensable pour la rigoureuse et ponctuelle Camille, qui n'avait jamais manqué une seule journée de travail en 5 longues années. L'inquiétude s'est rapidement transformée en une angoisse insoutenable. Julien, alerté par le voisinage, et face à des appels basculant inexorablement sur la messagerie vocale, a quitté son bureau en trombe. Lorsqu'il s'est précipité jusqu'à leur domicile à la sortie du village, il a remarqué la porte d'entrée étrangement entr'ouverte, grinçant sous le vent froid. À l'intérieur de la maison, absolument aucun signe flagrant de lutte. Pourtant, le manteau d'hiver de Camille pendait toujours sur le porte-manteau. Son téléphone portable et ses clés de voiture gisaient sur le comptoir de la cuisine. Le silence qui régnait dans ces pièces était lourd, étouffant, terrifiant. En une fraction de seconde fatidique, la quiétude séculaire du petit village nantais s'est définitivement évaporée, avalée par les ténèbres, marquant le tout premier acte glaçant de l'une des affaires criminelles les plus troublantes que la région ait jamais connues. Le vent glacial de novembre s'engouffrait par la porte d'entrée étrangement entr'ouverte, faisant grincer les gonds avec un son métallique qui résonnait dans le silence absolu de la maison. Sur le pas de la porte, Julien resta figé. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Ce n'était pas normal. Camille, d'un naturel prudent, vérifiait toujours à 2 fois les serrures avant de quitter leur domicile. Poussant lentement la porte, il pénétra dans le vestibule. L'air à l'intérieur était froid, comme si la maison avait été exposée aux éléments pendant des heures. « Camille », appela-t-il, sa voix tremblant, légèrement se brisant contre le silence étouffant. Aucune réponse. Seul le tic-tac régulier de l'horloge murale de la cuisine lui répondit. Julien avança d'un pas hésitant. Il scruta le salon. Tout semblait à sa place. Les coussins du canapé étaient parfaitement alignés, un plaid était soigneusement plié sur l'accoudoir, et un roman policier, la dernière lecture de Camille, reposait face contre table sur la table basse, comme si elle s'apprêtait à en reprendre la lecture d'1 minute, l'autre. Mais, en tournant le regard vers la cuisine, son angoisse monta d'un cran. Sur l'îlot central, le téléphone portable de Camille clignotait silencieusement, affichant les dizaines d'appels en absence qu'il venait de lui passer. Juste à côté, ses clés de voiture et son trousseau de clés de la maison étaient posés dans la petite coupelle en céramique. Julien se précipita vers le porte-manteau. Le long manteau en laine beige de Camille, celui qu'elle portait tous les jours depuis le début de l'automne, y était toujours suspendu. Ses bottines fourrées étaient alignées sur le paillasson. Dehors, la température frisait le 0 degré. Personne, et encore moins Camille, qui détestait le froid, ne serait sorti dans ces conditions sans manteau ni chaussures adaptées. La panique froide et insidieuse commença à s'emparer de lui. Il courut dans les escaliers, inspectant la chambre, à coucher, la salle de bain, le bureau. Rien, la maison était vide. Le lit était fait, la salle de bain était immaculée. Il n'y avait absolument aucun signe de lutte, aucun meuble renversé, aucune trace de violence. C'était comme si Camille s'était volatilisée dans les airs au beau milieu de sa routine matinale. Les mains moites, Julien attrapa le téléphone fixe et composa frénétiquement le numéro de la mère de Camille, puis celui de sa meilleure amie, espérant désespérément une explication logique. Une urgence familiale. Un malaise soudain l'obligeant à partir en précipitation avec un voisin, mais aucune d'elles n'avait eu de nouvelles. Pire, leur propre inquiétude, transmise à travers le combiné, vint valider la terreur de Julien. Il n'y avait plus d'échappatoire au déni. À 9h45, d'une main tremblante, il composa le 17. L'attente des forces de l'ordre fut la plus longue de toute la vie de Julien. 20 minutes qui s'étirèrent comme des heures. Il faisait les 100 pas dans le salon, n'osant plus rien toucher son esprit torturé par des scénarios tous plus angoissants les uns que les autres. Enfin, le son strident d'une sirène déchira le brouillard de Saint-Léger. Une voiture de la gendarmerie nationale parée de ses bandes bleues et de ses gyrophares se gara en trombe devant la maison de pierre. L'adjudant-chef Mercier, un homme d'une 50aine d'années au visage buriné par l'expérience et aux manières calmes, sortit du véhicule suivi d'un jeune gendarme. Mercier connaissait bien Saint-Léger. Il connaissait le maire, le boulanger, et il connaissait Camille. Il lui achetait souvent des livres pour ses petits-enfants. En voyant le visage décomposé de Julien sur le pas de la porte, le gendarme comprit immédiatement que ce n'était pas une fausse alerte. « Monsieur, calmez-vous et racontez-moi exactement ce que vous avez trouvé en arrivant. »
demanda Mercier d'une voix grave et rassurante tout en sortant un carnet de notes. Julien, balbutiant, expliqua la librairie fermée, les appels sans réponse, la porte entr'ouverte et surtout les affaires personnelles laissées sur place. L'adjudant-chef écouta attentivement, ses yeux scrutant déjà l'environnement. Dans les affaires de disparition d'adultes, la procédure standard exige souvent d'attendre 24 à 48 heures, car une personne majeure a parfaitement le droit de disparaître volontairement de son plein gré. Mais Mercier savait faire la part des choses. Une jeune femme épanouie, fiancée, amoureuse de son métier, qui laisse son manteau, son téléphone et ses clés un matin de novembre glacial avec la porte d'entrée grande ouverte. Cela ne relevait pas de la fugue amoureuse ou de la crise existentielle. Cela sentait le danger immédiat. Mercier et son collègue enfilèrent des gants en latex bleu et commencèrent une première inspection visuelle des lieux. Le contraste entre le confort douillet de la maison bourgeoise et la tension glaciale de l'enquête policière était saisissant. Le gendarme s'approcha de la cuisine. Il remarqua une tasse à café à moitié pleine posée près de l'évier. Le liquide était totalement froid. Il observa la porte arrière qui donnait sur le petit jardin clôturé et au-delà, sur le chemin forestier menant à la rivière de l'Erdre. Cette porte-là était fermée à clé de l'intérieur. Si quelqu'un était entré ou sorti, c'était forcément par la porte principale. Pendant ce temps, à l'extérieur, l'atmosphère dans le village avait radicalement changé. Le bruit de la sirène, événement rarissime à Saint-Léger, avait agi comme un signal d'alarme. Les voisins, d'abord curieux, s'étaient approchés. Madame Dubois, la voisine immédiate, se tenait sur le trottoir d'en face, son gilet serré contre elle, chuchotant avec le postier. La nouvelle s'était propagée à la vitesse de l'éclair, Camille a disparu. L'incrédulité laissait peu à peu place à une peur sourde. Les visages familiers et bienveillants des villageois se voilaient du nombre de suspicions et de terreurs. Le havre de paix venait de perdre son innocence. Face à l'évidence d'une disparition hautement inquiétante, l'adjudant-chef Mercier ne perdit pas de temps avec les formalités habituelles. Il sortit son talkie-walkie et contacta immédiatement le procureur de la République à Nantes. Il lui exposa les faits, soulignant l'absence des effets personnels indispensables et le caractère totalement anormal de la situation. Le procureur, convaincu par la gravité des éléments, donna son feu vert. L'enquête pour disparition inquiétante était officiellement ouverte, permettant de déployer d'importants moyens sans attendre. « Julien, écoutez-moi bien », dit Mercier en posant une main ferme sur l'épaule du jeune homme effondré sur le canapé. « Nous allons mettre en place un périmètre de sécurité. Une équipe de techniciens en identification criminelle va arriver de Nantes d'ici 1 heure. Ils vont passer la maison au peigne fin à la recherche de la moindre empreinte, de la moindre trace d'ADN. Je vais avoir besoin que vous quittiez les lieux pour ne pas polluer la scène. » Le mot « scène » frappa Julien comme un coup de poing à l'estomac. Sa maison, le nid d'amour qu'il construisait avec Camille, venait d'être officiellement requalifié en « scène de crime potentiel ». Les gendarmes sortirent de lourds rouleaux de ruban jaune fluo portant l'inscription « Gendarmerie nationale, zone interdite » et commencèrent à boucler le périmètre autour du pavillon. Ce ruban jaune coupant net la rue pittoresque était une agression visuelle, un stigmate indélébile, marquant la fin de la tranquillité de Saint-Léger. Tandis que Julien hagard prenait place à l'arrière d'un véhicule de gendarmerie pour être emmené à la brigade, afin d'y faire une déposition complète, le jeune collègue de Mercier décida d'inspecter l'allée, gravillonnée menant à la maison. L'humidité matinale avait rendu la terre meuble sur les bas-côtés. En s'accroupissant près du petit portillon en fer forgé, son regard fut attiré par une anomalie. À moitié effacée par les feuilles mortes, mais distinctement imprimée dans la boue, se trouvait l'empreinte d'une chaussure à crampons. Une chaussure de grande taille pointure, 44 ou 45, qui ne correspondait ni aux élégantes chaussures de ville de Julien, ni aux bottines de Camille. L'empreinte était profonde au niveau du talon, suggérant qu'un homme lourd s'était tenu là immobile à observer la maison avant de pivoter brusquement. La tragédie n'était pas un accident. L'ombre invisible qui planait sur le village venait de laisser sa première marque matérielle. La traque ne faisait que commencer. En ce début d'après-midi, la paisible rue bordée d'arbres de Saint-Léger avait définitivement perdu son innocence. Les abords du pavillon de Camille et Julien ressemblaient désormais à un plateau de tournage d'un film policier. Plusieurs fourgons blancs banalisés de la gendarmerie scientifique étaient stationnés le long du trottoir. Des techniciens en identification criminelle TIC, vêtus de leurs combinaisons blanches intégrales de masques et de surchaussures,
s'affairait autour et à l'intérieur de la maison. Le contraste entre l'atmosphère chaleureuse et douillette que Camille avait insufflée à son foyer et la froideur clinique de cette investigation scientifique était profondément glaçant. Chaque centimètre carré de la propriété était méticuleusement passé au crible photographié, mesuré et indexé. L'objectif premier des experts était de comprendre ce qui s'était passé dans le laps de temps très court entre le réveil de Camille et l'heure à laquelle elle aurait dû ouvrir sa librairie. À l'intérieur, les techniciens utilisaient de la poudre noire et des pinceaux en fibre de verre pour relever la moindre empreinte digitale sur la poignée de la porte d'entrée, sur le comptoir de la cuisine et sur les interrupteurs. L'application de luminol, un produit chimique révélant les traces de sang effacées ou invisibles à l'œil nu, plongea la maison dans l'obscurité pendant quelques minutes. Fort heureusement, aucune lueur bleutée caractéristique n'apparut. Il n'y avait pas eu de bain de sang. Cependant, l'absence de violence physique apparente n'écartait pas la thèse de l'enlèvement sous la menace ou de la coercition psychologique. À l'extérieur, près du portillon en fer forgé, l'empreinte de chaussures découverte plus tôt par le jeune gendarme faisait l'objet de toutes les attentions. Un spécialiste de la police technique et scientifique coula délicatement un plâtre à prise rapide dans la boue pour en obtenir un moulage parfait en 3 dimensions. L'analyse préliminaire révéla des détails cruciaux. Il s'agissait d'une botte de sécurité renforcée de pointures 45, dotée d'une semelle à crampons profonds, typique des chantiers ou des travaux forestiers. Plus intéressant encore, le motif d'usure de la semelle était fortement asymétrique. Le talon gauche était beaucoup plus érodé que le droit, suggérant que le porteur souffrait d'une claudication prononcée ou d'un déséquilibre postural sévère. Ce détail si spécifique devenait immédiatement une pièce maîtresse dans le puzzle qui commençait à se dessiner. Pendant que la maison livrait ses secrets silencieux, la brigade de cybercriminalité de Nantes s'était emparée du téléphone portable de Camille placé sous scellé dans un sac antistatique. L'analyse de ces données numériques devait permettre de retracer ses ultimes interactions. Les enquêteurs découvrirent que sa routine matinale avait été d'une affligeante banalité jusqu'à un certain point. Son alarme avait sonné à 7h. Elle avait lu les actualités pendant 10 minutes. À 8h10, elle avait envoyé un SMS à Julien déjà parti au travail. Le café était parfait. Je pars à la librairie dans 5 minutes, passe une bonne journée, je t'aime. Mais c'est à 8h14 que l'anomalie se produisit. Le registre du téléphone indiquait un appel entrant provenant d'un numéro masqué. L'appel n'avait pas basculé sur la messagerie, Camille avait décroché. La communication n'avait duré que 12 petites secondes. Que s'était-il dit durant ces quelques instants ? Était-ce cet appel mystérieux qui l'avait poussé à ouvrir sa porte d'entrée en toute hâte, au point d'en oublier son lourd manteau d'hiver et ses clés? L'adjudant-chef Mercier lança immédiatement une réquisition urgente auprès de l'opérateur téléphonique pour démasquer l'origine de cet appel, une procédure administrative qui, hélas, nécessiterait de précieuses heures avant d'aboutir. Parallèlement aux investigations techniques, Mercier se rendit au bureau du maire de Saint-Léger. Bien que le village soit éloigné des concepts de vidéosurveillance de masse des grandes métropoles, la municipalité avait récemment installé 2 petites caméras de sécurité sur la place de l'église, principalement pour lutter contre les dépôts sauvages d'ordures. L'une de ces caméras offrait un angle de vue partiel sur la route départementale menant au quartier de Camille. Enfermés dans le petit bureau exigu des archives municipales, Mercier et un analyste visionnèrent les enregistrements de la matinée, accélérant la vidéo les yeux rivés sur l'écran. À 8h08, soit exactement 4 minutes après le fameux appel de 12 secondes, un véhicule apparut dans le champ de vision. Il s'agissait d'un utilitaire sombre, probablement bleu marine ou noir, dont la carrosserie était maculée de boue séchée, rendant la lecture de la plaque d'immatriculation totalement impossible. Le fourgon roulait à faible allure, s'engageant dans la ruelle menant au domicile de la jeune femme. À 8h27, soit 9 minutes plus tard, le même véhicule repassa devant la caméra, mais cette fois-ci, il roulait à vive allure en direction de la sortie du village, s'enfonçant vers les routes forestières environnantes. 9 minutes. C'était une fenêtre de temps terrifiante, mais largement suffisante pour faire monter quelqu'un de force dans un véhicule et disparaître dans la brume matinale. Pendant que ces preuves matérielles s'accumulaient, un autre drame se jouait dans les murs froids du commissariat. Julien était assis sur une chaise inconfortable dans la salle d'audition. La pièce était austère, éclairée par un néon blafard sans fenêtre. Bien qu'il soit l'homme qui a donné l'alerte,
et que son désespoir soit palpable, les statistiques criminelles sont implacables dans la très grande majorité des affaires de disparition ou de meurtre de femmes, le conjoint est statistiquement le premier suspect. Les enquêteurs se devaient de fermer cette porte avant de regarder ailleurs. L'interrogatoire fut mené avec tact, mais avec une rigueur absolue. On lui demanda de retracer son emploi du temps minute par minute. Heureusement pour Julien, son alibi était en béton armé. Il avait quitté la maison à 7h30. Les caméras du péage de l'autoroute l'avaient filmé à 7h45 et son badge d'entreprise attestait de son entrée dans ses bureaux nantais à 8h précises entouré de dizaines de collègues. Il lui était matériellement impossible de se trouver à Saint-Léger au moment de la disparition. Soulagé d'être écarté de la liste des suspects, Julien fut submergé par l'impuissance. C'est à cet instant précis, alors que Mercier lui tendait un verre d'eau, qu'un souvenir enfoui remonta à la surface. Le visage de Julien se figea. « Il y avait un homme », murmura-t-il, la voix tremblante, les yeux fixant le vide. « Il y a 2 jours, Camille m'a parlé d'un client, un homme étrange, qui venait à la librairie depuis le début de la semaine. » Mercier s'assit brusquement, sortant son carnet. « Décrivez-le-moi, Julien. Prenez votre temps. » Julien expliqua que Camille s'était senti très mal à l'aise face à cet individu. Il ne cherchait pas de conseils littéraires. Il traînait dans les rayons, l'observant fixement à la dérobée. Il portait des vêtements de chantier sel et posait des questions intrusives. Il voulait savoir à quelle heure elle fermait la boutique, si elle travaillait seule, si elle rentrait à pied. Camille, par politesse professionnelle, avait d'abord éludé, mais l'insistance de l'homme l'avait effrayé. Julien se souvint d'un détail crucial. Pour justifier sa présence prolongée, l'homme avait fini par acheter une carte détaillée des sentiers de randonnée de la région de l'Erdre. L'information fit l'effet d'une bombe dans la salle d'audition. Une équipe fut immédiatement dépêchée à la librairie qui était sous-scellée pour examiner le logiciel de caisse. En croisant la date indiquée par Julien avec le registre des ventes, les enquêteurs mirent la main sur une transaction par carte bancaire correspondant à l'achat d'une carte topographique locale. Le nom associé à la carte de crédit s'afficha sur l'écran de l'ordinateur Marc Vasseur. Le profil de cet homme fut rapidement extrait des bases de données de la gendarmerie. Marc Vasseur, 46 ans, ouvrier forestier en arrêt maladie de longue durée suite à un grave accident de travail lui ayant laissé une claudication permanente à la jambe gauche. Un détail qui résonnait terriblement avec le moulage en plâtre de la botte de sécurité réalisée le matin même. De plus, Vasseur était propriétaire d'un utilitaire Peugeot Boxer bleu foncé immatriculé dans la région. Le faisceau d'indices convergents était accablant. Le puzzle venait de prendre une forme monstrueuse. Sans perdre une seconde de plus, Mercier organisa un briefing express avec le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie PSIG. L'adresse de Vasseur fut localisée une ancienne scierie désaffectée et isolée, située au bout d'un chemin de terre cabossé à 5 km du village, caché au cœur de la dense forêt bordant la rivière. À 6h30, alors que la lumière du jour commençait déjà à décliner, jetant des ombres lugubres sur la forêt, une colonne de véhicules d'intervention s'approcha silencieusement de la propriété de Vasseur. Les gendarmes lourdement équipés mirent pied à terre et encerclèrent le bâtiment principal délabré. Sur le côté de la bâtisse stationnée sous un appentis en tôle, se trouvait l'utilitaire sombre, ses roues encore couvertes de boue fraîche. Le cœur battant au rythme de l'adrénaline, Mercier s'approcha du porche en bois pourri. Là, négligemment jeté près de l'entrée, se trouvaient des bottes de sécurité de grande taille dont le talon gauche était profondément usé. Le gendarme posa la main sur la poignée de la porte d'entrée. Tout comme celle de la maison de Camille, quelques heures plus tôt, elle n'était pas verrouillée. Elle céda dans un grincement sinistre s'ouvrant sur l'obscurité suffocante de la vieille bâtisse, marquant le début de l'exploration de l'antre du loup. Gendarmerie nationale, personne ne bouge. Le hurlement de l'adjudant-chef Mercier déchira le silence lugubre de la scierie désaffectée. Les faisceaux aveuglants des lampes torches tactiques balayèrent l'intérieur poussiéreux de la bâtisse. L'air était saturé d'une odeur âcre de bois pourri, d'humidité, d'huile de moteur. Les gendarmes du PSI Garme au point progressèrent avec une précision chirurgicale, à travers le labyrinthe de vieilles machines rouillées et de tas de sciures durcies par le temps. Ils s'attendaient à faire face à un forcené, à un monstre prêt à tout pour défendre son abomination. Mais au lieu du prédateur redouté, ils découvrirent un homme recroquevillé sur une chaise pliante au centre d'une pièce servant de cuisine de fortune. Marc Vasseur, le visage blême et baigné de sueur froide, leva les mains en tremblant de tout son être.
Ses yeux écarquillés par la terreur fixaient les armes pointées sur lui. Il ne fuyait pas. Il ne résistait pas. L'homme aux bottes de sécurité usées, celui dont le profil semblait parfaitement correspondre à l'archétype du ravisseur, s'effondra en larmes avant même qu'on ne lui passe les menottes. Une fouille méthodique et intensive de la scierie et de l'utilitaire de Vasseur fut immédiatement lancée. Les chiens pisteurs reniflèrent chaque recoin. La brigade scientifique passa l'arrière du fourgon au peigne, fin à la recherche du moindre cheveu, de la moindre fibre du manteau de Camille. Les heures passèrent lourdes et angoissantes. Mais le résultat tomba implacable et frustrant. Rien. Absolument rien. Aucune trace de la jeune femme, aucune affaire lui appartenant, aucune preuve qu'elle n'ait jamais mis un pied dans ce lieu sinistre. L'enquête, qui semblait avoir trouvé son coupable idéal, venait de s'écraser violemment contre un mur. C'était l'impasse. Dans la salle d'interrogatoire du commissariat de Nantes, l'adjudant-chef Mercier fit face à un Marc Vasseur dévasté. L'interrogatoire, qui devait être une formalité pour obtenir des aveux, prit une tournure totalement inattendue. Vasseur avoua la voix brisée par la honte, son obsession malsaine pour la jeune libraire. Isolé, complexé par son handicap depuis son accident, il avait développé une relation parasociale avec Camille, interprétant ses sourires professionnels comme des signes d'affection. Il reconnut l'avoir espionnée. Il reconnut avoir été devant chez elle, ce matin-là, terré près du portail, laissant l'empreinte de sa botte dans la boue. Mais il nia farouchement l'avoir enlevée. « Je vous jure que je ne lui ai pas fait de mal », sanglota Vasseur, la tête entre les mains. « J'étais là, oui. Je voulais juste la voir partir au travail. Mais quand je suis arrivé, il y avait déjà quelqu'un d'autre. » Mercier se figea. « Quelqu'un d'autre, racontez-moi tout, Vasseur, à la seconde près. » Le voyeur pathétique se transforma alors en un témoin oculaire inespéré. Vasseur raconta qu'à 8h15, alors qu'il se cachait derrière la haie du jardin, une voiture s'était garée silencieusement devant la maison. Ce n'était pas son utilitaire, mais une berline allemande de couleur sombre, très propre, presque luxueuse. Un homme grand vêtu d'un manteau noir élégant en était descendu et avait frappé à la porte. « Et ensuite, » pressa Mercier. « Elle a ouvert la porte, » murmura Vasseur. « Elle n'a pas crié. Elle le connaissait. Elle l'a laissé entrer. Je suis resté caché, je ne comprenais pas. 10 minutes plus tard, ils sont ressortis tous les deux. Camille était très pâle, elle avait l'air terrifiée, elle marchait comme un automate. Il la tenait par le bras fermement, mais discrètement. Il l'a fait monter sur le siège passager, il est monté au volant et ils sont partis. J'ai eu tellement peur qu'on me trouve là que j'ai couru vers mon fourgon et j'ai fui par les petites routes. Le récit de Vasseur expliquait la mystérieuse présence de son utilitaire sur les caméras à 8-27. Il expliquait l'absence de lutte dans la maison et le fait que la porte ait été laissée entr'ouverte. Vasseur n'était pas le ravisseur. Il était le spectateur impuissant d'un enlèvement d'une froideur glaçante. Le monstre n'était pas le forestier marginal, mais un homme en costume que Camille connaissait. Cette révélation provoqua un séisme dans la salle des opérations. Si Camille connaissait son agresseur au point de lui ouvrir la porte à 8h15 du matin, cela signifiait que toute la théorie de l'attaque aléatoire s'effondrait. Les enquêteurs devaient creuser dans les entrailles de la vie privée de la jeune femme. Le vernis de la vie parfaite et sans histoire de la fiancée idéale devait être gratté. Les experts de la cybercriminalité reçurent l'ordre de fouiller plus en profondeur. Ce n'était plus seulement le téléphone de Camille qui était analysé, mais l'intégralité de son empreinte numérique, ses disques durs, ses anciens téléphones, ses sauvegardes sur le cloud. Leurs recherches mirent à jour un secret lourdement enfoui, un secret qui allait briser le cœur de Julien. La jeune femme innocente qui partageait tout avec son fiancé menait en réalité une double vie numérique. Dissimulée sous un faux nom dans un service de messagerie cryptée, les policiers découvrirent une boîte mail secrète. Elle contenait des dizaines de messages datant des 6 derniers mois. Les expéditeurs n'étaient pas identifiés, mais le ton des messages était sans équivoque, c'était du harcèlement pur et dur teinté d'une violence psychologique extrême. « Tu croyais pouvoir m'effacer », disait un message. « Je sais où tu vis maintenant. Je viendrai récupérer ce qui m'appartient », menaçait un autre. L'analyse de ses comptes bancaires révéla une autre vérité dérangeante. Camille, soi-disant économe et prudente, avait secrètement vidé son compte épargne personnel, celui qui devait en partie financer le mariage. Près de 15 000 € avaient été retirés en espèces par petites coupures au cours des 3 derniers mois. Elle payait un maître chanteur. Elle essayait d'acheter son silence pour protéger la nouvelle vie paisible qu'elle s'était construite à Saint-Léger.
Convoqué à nouveau, Julien fut dévasté par ces révélations. Les larmes aux yeux, il fixa les impressions des emails menaçants étalés sur le bureau de l'inspecteur. « Je ne savais rien », murmura-t-il, la voix tremblante. Avant de s'installer ici, elle vivait à Lyon. Elle m'avait dit que c'était une période sombre qu'elle avait fui une relation toxique, mais elle n'a jamais voulu m'en dire plus. Elle disait que c'était du passé que ce monstre était derrière les barreaux. Le mot barreau fit-il témercier. La cellule de recherche se concentra immédiatement sur le passé lyonnais de Camille. En quelques clics, l'identité du monstre apparut sur les écrans de la gendarmerie. Antoine Morvan, 34 ans, un homme d'affaires charismatique, mais au profil psychologique redoutable, condamné 5 ans plus tôt pour violence conjugale aggravée sur la personne de Camille. Le détail qui glaça le sang de toute l'équipe d'enquêteurs, s'affichant en rouge sur la fiche de Morvan, il avait bénéficié d'une libération conditionnelle anticipée exactement 3 semaines auparavant. C'était le mobile absolu, la vengeance et l'obsession. Morvan l'avait traqué, retrouvé, extorqué, et finalement il était venu la chercher. Mais la justice a besoin de preuves matérielles incontestables, pas seulement de coïncidences et de mobiles. Le coup de grâce, la preuve irréfutable qui allait faire basculer définitivement le dossier, vint du laboratoire de police scientifique de Nantes en fin de journée. Souvenez-vous de cette tasse à café à moitié pleine posée près de l'évier de la cuisine que le jeune gendarme avait remarqué lors de la toute première inspection de la maison. Julien avait affirmé qu'il ne buvait jamais de café noir et Camille prenait toujours le sien dans un grand mug rouge. La tasse trouvée était une tasse d'invité. L'analyse génétique d'un infime résidu de salive prélevé sur le rebord en porcelaine venait de parler. L'ADN fut comparé avec la base de données nationale des empreintes génétiques FNAEG. Le logiciel moulina pendant quelques minutes avant d'afficher un match parfait avec une probabilité d'erreur de 1 sur 1 milliard. L'ADN appartenait à Antoine Morvan. Le scénario macabre était désormais limpide. L'appel masqué de 12 secondes à 8:14 était celui de Morvan, l'avertissant qu'il était devant sa porte. Terrorisé, craignant pour sa vie ou pour celle des habitants du village, s'il faisait un scandale, Camille lui avait ouvert. Dans un effort désespéré pour le calmer, elle lui avait même servi un café. Mais la discussion avait tourné court. Sous la menace probablement silencieuse mais mortelle, elle avait été contrainte de quitter sa propre maison, laissant derrière elle son manteau, son téléphone et sa liberté. Le doute n'était plus permis. L'affaire n'était plus une simple disparition inquiétante dans une bourgade de province. C'était un enlèvement prémédité perpétré par un prédateur récidiviste extrêmement dangereux. L'adjudant-chef Mercier attrapa son téléphone et contacta l'état-major. L'alerte nationale fut déclenchée. Le visage d'Antoine Morvan et la description de sa berline allemande sombre furent diffusés à toutes les patrouilles de police et de gendarmerie du territoire, aux frontières et aux péages. La traque de l'ombre de Saint-Léger entrait dans sa phase la plus critique. L'étau allait se resserrer. La traque s'organisa avec une efficacité redoutable, transformant le centre opérationnel de la gendarmerie de Nantes en une véritable ruche bourdonnante. Sur les grands écrans de la salle de crise, le visage froid et géométrique d'Antoine Morvan s'affichait en lettres capitales flanquées de la mention « individu dangereux, risque de fuite ou d'acte désespéré ». Chaque minute qui s'écoulait sans nouvelles de Camille était une goutte de poison instillée dans l'esprit des enquêteurs. L'adjudant-chef Mercier, les traits tirés par la fatigue et la tension, refusait de quitter son poste. Il savait que dans ce genre de séquestration, les premières 24 heures étaient statistiques au-delà, les chances de retrouver la victime en vie chutaient drastiquement. Puisque le téléphone de Camille était resté sur le comptoir de sa cuisine, et que Morvan, criminel méthodique, avait pris soin d'éteindre le sien pour éviter le bornage, relayer les méthodes traditionnelles de géolocalisation étaient inutiles. L'enquête se tourna alors vers la technologie de pointe de la traque routière, le système LAPI, lecture automatisée des plaques d'immatriculation. La description de la berline allemande sombre, couplée à l'immatriculation partielle fournie par les bases de données sur les véhicules de Morvan, fut injectée dans le réseau national. À 19h42, le miracle technologique se produisit. Une alerte silencieuse clignota sur l'ordinateur de l'analyste de permanence. « Adjudant-chef G1 hit LAPI », s'écria le jeune technicien. Mercier se précipita derrière son épaule. L'image granuleuse d'une caméra de péage autoroutier s'afficha. Elle datait de 9h15 ce matin-là, soit à peine 1 heure après l'enlèvement. Le véhicule, une puissante berline noire, avait franchi la barrière de péage en direction de l'ouest,
s'éloignons de Nantes pour s'enfoncer vers la côte atlantique et les vastes étendues sauvages de la région. Il se dirige vers les marais de Brière, murmura Mercier analysant la trajectoire. Le parc naturel régional de Brière est un labyrinthe inextricable de canaux de roselières et de tourbières. C'est une zone rurale parsemée de chaumières isolées, le terrain de jeu idéal pour quelqu'un cherchant à disparaître des radars. Mais Morvan ne pouvait pas camper dans sa voiture par des températures frôlant le gel. Il lui fallait un point de chute. Les enquêteurs de la cellule financière passèrent au crible les transactions bancaires de Morvan sur les 30 derniers jours. Parmi les paiements habituels, une ligne attira leur attention à un virement de 800 € effectué une semaine plus tôt au profit d'une plateforme de location de gîtes entre particuliers. Une réquisition d'urgence auprès du site Internet permit d'obtenir l'adresse exacte. Morvan avait loué sous une fausse identité une ancienne maison de tourbier isolée au bout d'un chemin de terre entouré d'eau et de roseaux près de la commune de Saint-Joachim. La certitude remplaça le doute. L'opération entrait dans sa phase critique. Étant donné le passif de violence aggravé de Morvan et la présence confirmée d'un otage, le commandement prit la décision de faire appel à l'antenne du GIGN, groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, basé à Nantes. Ces opérateurs d'élite, spécialisés dans la résolution de crises majeures et la libération d'otages, prirent immédiatement le relais de la planification tactique. À 22h30, sous une nuit d'encre sans lune, un convoi banalisé s'approcha de la périphérie des marais. Les véhicules furent laissés à plus d'1 kilomètre de la cible pour éviter que le bruit des moteurs ne trahisse leur approche. Le vent froid soufflait à travers les roseaux, créant un sifflement lugubre qui couvrait le bruit des pas. La colonne d'assaut composée d'une 12aine d'hommes, vêtus de noir, équipés de casques lourds, de gilets pare-balles tactiques et de fusils d'assaut à visée nocturne, progressa en file indienne le long du canal. Mercier les accompagnait, restant en retrait avec le poste de commandement avancé. À travers les lunettes de vision thermique, la chaumière isolée brillait d'une lueur fantomatique. Une faible lumière filtrait à travers les volets clos. Le commandant de l'unité tactique, par des gestes précis et silencieux, déploya ses hommes. 2 tireurs d'élite prirent position dans l'herbe haute couvrant les sorties potentielles. L'équipe d'effraction se plaça de chaque côté de la lourde porte en chêne. La tension était palpable, étouffante. Chaque seconde s'étirait. L'objectif était de créer un effet de surprise totale et cataclysmique pour neutraliser le ravisseur avant qu'il n'ait le temps de comprendre ce qui lui arrivait, et surtout avant qu'il ne puisse s'en prendre à Camille. « Top action !» murmura le chef d'équipe dans son micro-casque. Ce qui suivit fut un déchaînement de violence millimétrée exécuté avec la froideur d'une machine. Un bélier hydraulique fracassa la serrure avec un craquement sourd qui fit trembler les murs de pierre. La porte vola en éclats. Simultanément, une grenade assourdissante fut lancée dans le couloir central. L'explosion aveuglante et le bang tonitruant pulvérisèrent le silence du marais, paralysant instantanément les sens de quiconque se trouvait à l'intérieur. « Gin, couchez-vous, Gin !» Les opérateurs s'engouffrèrent dans la pièce principale dans un flot ininterrompu. À travers la fumée âcre de la grenade, les faisceaux des lampes tactiques convergèrent vers le centre du salon. Antoine Morvan, assis sur un canapé, n'eut même pas le temps de se lever. Complètement désorienté, le regard hagard, il fut plaqué au sol avec une force implacable. En une fraction de seconde, ses bras furent ramenés dans son dos et les menottes en acier se refermèrent sur ses poignets avec un cliquetis sec. L'immobilisation fut totale chirurgicale et sans effusion de sang. Individu maîtrisé, annonça froidement un opérateur à la radio. Mais l'attention de l'équipe bascula immédiatement vers une petite pièce adjacente. Là, blottie dans un coin grelottante de froid et de terreur, se trouvait Camille. Elle était en état de choc profond, le regard vide, incapable de prononcer un mot. Un opérateur médical de l'équipe s'approcha doucement d'elle, retirant son casque pour dévoiler un visage humain et rassurant. « Camille, c'est la gendarmerie. Vous êtes en sécurité maintenant. J'ai fini. » Lorsqu'on la recouvrit d'une couverture de survie dorée et qu'elle fut exfiltrée vers l'ambulance qui attendait au loin, Mercier, posté à l'extérieur, laissa échapper un long soupir de soulagement. La jeune femme était sauve. Le pire avait été évité de justesse. Mais la soirée n'était pas terminée. De retour au commissariat central de Nantes, au cœur de la nuit, le face-à-face tant attendu eut lieu. La salle d'interrogatoire froide et dépouillée devint le théâtre de l'affrontement psychologique final.
Antoine Morvan, désormais vêtu d'un jogging gris fourni par l'administration pénitentiaire, était assis face à Mercier. Malgré la brutalité de son arrestation, l'homme avait retrouvé son arrogance glaçante. Son regard était dur, impénétrable. Il croyait encore pouvoir manipuler le récit persuadé de sa supériorité intellectuelle. « Tout ceci est un malentendu ridicule, adjudant-chef », déclara Morvan d'une voix posée, esquissant presque un sourire condescendant. « Camille et moi, nous avons un passé complexe, c'est vrai, mais elle est venue avec moi de son plein gré. C'était une escapade romantique pour régler nos différends. Regardez-la, elle n'a pas la moindre égratignure, il n'y a pas d'enlèvement ici. » Mercier le fixa en silence pendant de longues secondes, laissant le mépris envahir la pièce. Il savait pertinemment comment contrer les pervers narcissiques en détruisant méticuleusement leur illusion de contrôle. Lentement, le gendarme ouvrit un lourd dossier posé sur la table. « Une escapade romantique, dites-vous. » Mercier sortit la première feuille. « Expliquez-moi alors, ce témoin oculaire, un certain Marc Vasseur, qui vous a vu ce matin la traîner de force vers votre véhicule, le visage de votre compagne terrifiée. » Le léger sourire de Morvan vacilla, mais il maintint sa posture. « Un témoin, sûrement un affabulateur qui cherche son quart d'heure de gloire. C'est ma parole contre la sienne. » « Très bien. Et ça ?» Mercier déposa sur la table les relevés bancaires de Camille et les impressions de la boîte mail cryptée. 15 000 € retirés en liquide au cours des 3 derniers mois. Des emails de menaces de mort provenant d'une adresse IP que nos techniciens ont fini par lier à votre téléphone portable professionnel. L'extorsion de fonds et le harcèlement aggravé en état de récidive, cela va être difficile à justifier par une querelle d'amoureux. La mâchoire de Morvan se crispa. Son regard perdit de son assurance. Il commença à comprendre que le filet s'était refermé bien plus étroitement qu'il ne l'imaginait. Mais le clou du spectacle, monsieur Morvan, conclut Mercier en posant délicatement le rapport du laboratoire de police scientifique sur la table comme on abat une carte maîtresse. C'est cette tasse à café, celle que Camille vous a servie dans une tentative désespérée de vous calmer avant que vous ne l'enleviez. Votre ADN y a été isolé. Le procureur a estimé que l'effraction, les menaces documentées, le témoignage oculaire et les preuves matérielles étaient largement suffisants pour requalifier immédiatement les faits en séquestration-enlèvement et extorsion avec préméditation. Vous étiez en liberté conditionnelle, vous retournez en prison et croyez-moi, vous y resterez très très longtemps. Face au mur infranchissable des preuves, le masque d'Antoine Morvan se fissura définitivement. L'homme sûr de lui laissa place à une rage muette, les yeux fuyants fixant le rapport d'ADN qui venait de sceller son destin. Il ne prononça plus un seul mot. Le silence lourd de la salle d'interrogatoire marqua la fin d'une traque de 15 heures, l'effondrement total du prédateur et la victoire de la justice sur la noirceur de l'âme humaine. 18 mois se sont écoulés depuis cette matinée glaciale de novembre où le paisible village de Saint-Léger a basculé dans l'horreur. 18 mois de reconstruction lente, douloureuse, parsemée de cauchemars et de crises d'angoisse pour Camille. Mais en ce matin de printemps, l'heure n'est plus à la peur. L'heure est à la justice. La majestueuse cour d'assises de Loire-Atlantique, située en plein cœur de Nantes, dresse ses imposantes colonnes de pierre sous un ciel lourd. À l'intérieur, la salle d'audience est pleine à craquer. Les bancs en bois massif grincent sous le poids des journalistes locaux et nationaux, attirés par ce dossier aux multiples rebondissements qui a fasciné l'opinion publique. L'atmosphère est chargée d'une électricité solennelle, ce silence pesant qui précède les grands rendez-vous avec le destin. Au premier rang, Julien se tient droit, le visage marqué mais déterminé. Il n'a jamais lâché la main de Camille depuis la nuit de sa libération. À quelques mètres de là, dans le box vitré des accusés, Antoine Morvan fait son entrée sous escorte policière. Il porte un costume sombre impeccablement coupé. Son visage est impassible, son regard froid balaye la salle avec une arrogance qui glace le sang. Il refuse toujours de baisser les yeux, persuadé jusqu'à la dernière seconde de son intouchable supériorité. Le moment le plus attendu et le plus redouté du procès arrive au 2e jour des audiences, l'audition de la victime. Lorsque Camille est appelée à la barre, un silence absolu s'abat sur la cour. Elle s'avance d'un pas mesuré. Elle paraît frêle dans son tailleur sobre, mais lorsqu'elle saisit le micro, sa voix ne tremble pas. Ce n'est plus la proie terrorisée des marais de Brière qui se tient devant les jurés, c'est une survivante. Pendant plus de 2 heures, Camille déconstruit méthodiquement le monstre. Elle raconte tout. Non seulement le jour de l'enlèvement, la peur paralysante,
lorsque le visage de son bourreau est apparu derrière sa porte, la contrainte silencieuse, le trajet terrifiant dans la voiture où il lui promettait qu'elle ne reverrait jamais la lumière du jour si elle tentait de fuir. Mais elle raconte surtout l'avant. Elle lève le voile sur le harcèlement invisible, l'extorsion de fonds qui l'a poussée à vider ses comptes en banque en secret pour protéger la vie qu'elle avait mis tant d'efforts à reconstruire. « Il ne voulait pas mon argent », déclare-t-elle les yeux plantés avec courage dans ceux des jurés ignorant superbement le box vitré. L'argent n'était qu'un prétexte. Ce qu'il voulait, c'était l'effondrement de mon âme. Il voulait me prouver que peu importe où j'irais, peu importe l'amour que je trouverais, il garderait le contrôle. Mais aujourd'hui, ici, devant vous, son pouvoir n'existe plus. Cette déclaration d'une dignité bouleversante arrache des larmes à une partie du public et détruit instantanément la stratégie de la défense. L'avocat d'Antoine Morvan tentera bien lors de sa plaidoirie de dépeindre son client comme un homme emporté par une passion dévorante et incapable de faire le deuil d'une relation fusionnelle. Mais ces arguments sonnent creux, presque indécents face à la montagne de preuves scientifiques et numériques accablantes. Le réquisitoire de l'avocat général est quant à lui un véritable coup de massue. Avec une éloquence implacable, le magistrat retrace la chronologie de cette traque mortelle. Il rappelle les messages cryptés glaçants, le retrait des 15 000 €, le repérage prémédité du domicile, la location du gîte isolé sous une fausse identité. Il insiste longuement sur la trace d'ADN laissée sur la tasse à café, cette preuve ironique de l'arrogance d'un homme qui se croyait au-dessus des lois. « Ne vous y trompez pas, mesdames et messieurs les jurés », tonne l'avocat général en pointant un doigt accusateur vers le box. « Vous n'avez pas devant vous un amoureux éconduit. Vous avez un prédateur froid, narcissique et calculateur. Un individu qui, à peine libéré de prison pour des faits de violence extrême sur cette même victime, a immédiatement repris sa traque. Si la gendarmerie nationale et le GIGN n'étaient pas intervenus avec une telle fulgurance ce soir-là, nous serions aujourd'hui devant une cour d'assises jugeant un féminicide. Antoine Morvan est une menace absolue pour la société. Après 3 jours de débats intenses, la cour se retire pour délibérer. L'attente est une agonie pour les proches de Camille, mais elle est de courte durée. Au bout de seulement 4 heures, la cloche retentit. La cour fait son retour. Le président de la cour d'assises, d'une voix grave et posée, lit les réponses aux questions posées au jury. Coupable de harcèlement moral aggravé. Coupable d'extorsion de fonds. Coupable d'enlèvement et de séquestration en état de récidive légale. Le couperet tombe net et sans appel. Antoine Morvan est condamné à 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de 13 ans et d'un suivi socio-judiciaire strict à sa sortie. Dans le box, le prédateur encaisse le choc sans scier fidèle à son insensibilité pathologique avant d'être menotté et emmené vers les entrailles de la prison, là où il ne pourra plus nuire à personne. Du côté des parties civiles, un immense soupir de soulagement traverse les rangs. Camille s'effondre en larmes dans les bras de Julien. Ce ne sont plus des larmes de terreur, mais celles d'une libération définitive. L'affaire de Saint-Léger a profondément marqué la région et laissé des traces indélébiles. Qu'en est-il de Marc Vasseur, cet homme dont le comportement étrange avait failli faire basculer l'enquête dans une mauvaise direction? Bien que totalement innocenté des accusations d'enlèvement, son obsession malsaine n'est pas restée impunie. Le procureur, reconnaissant sa détresse psychologique mais soulignant la gravité de son voyeurisme, l'a orienté vers une injonction de soins psychiatriques obligatoires. Il n'a plus jamais été revu dans les rues du village, préférant quitter la région pour se soigner dans un établissement spécialisé, prouvant que parfois les monstres ne sont pas ceux que l'on croit, mais plutôt des âmes brisées, nécessitant de l'aide avant qu'il ne soit trop hard. Quant au pittoresque village de Saint-Léger, avec ses vignobles luxuriants et ses ruelles pavées, il a fini par retrouver son calme. La brume matinale continue d'envelopper les bords de l'Erdre, et les voisins échangent de nouveau des sourires à la boulangerie. Mais l'innocence candide des habitants a disparu à tout jamais. Les portes autrefois laissées ouvertes en signe de confiance aveugle sont désormais scrupuleusement verrouillées à double tour. Les caméras de sécurité ont été multipliées. L'illusion que le mal n'arrive qu'aux autres dans les grandes villes lointaines s'est fracassée contre la dure réalité humaine. Aujourd'hui, Camille n'est plus la jeune femme effacée qui tentait de fuir son passé. Cette épreuve, aussi terrifiante fut-elle, à forger en elle une force inébranlable.
Elle et Julien ont finalement célébré leur mariage entourés d'une poignée d'amis intimes et de l'adjudant-chef Mercier, devenu une figure protectrice pour le couple. Camille a rouvert sa librairie. Elle y est toujours la lumière rayonnante du centre-ville, mais elle n'hésite plus à s'engager publiquement. Elle a fondé une petite association locale d'aide aux victimes de violences psychologiques et de cyberharcèlement, transformant son traumatisme en un bouclier pour d'autres femmes qui traversent la même obscurité. L'histoire de Camille nous rappelle une vérité fondamentale et effrayante propre à la nature humaine. Le danger ne se cache pas toujours dans les ruelles sombres sous les traits d'un inconnu menaçant. Parfois, le mal porte un visage familier. Il s'infiltre dans notre quotidien avec un sourire poli, un costume sur mesure et une patience terrifiante. Mais cette affaire nous rappelle aussi, et surtout que face à l'obsession et à la noirceur, la résilience de l'esprit humain, le dévouement acharné des forces de l'ordre et le triomphe de la justice peuvent réussir à repousser les ténèbres. La petite librairie de Saint-Léger a gardé ses volets ouverts, et Camille, elle a définitivement tourné la page la plus sombre de son histoire pour commencer à écrire la sienne.